on m'avait déjà confié cette présentation de prix et j'avais été très heureuse de découvrir les auteurs primés, leurs livres et l'équipe de la Fondation Veolia. J'ai donc le plaisir de vous retrouver et d'appeler à côté de moi, puisque ce sont eux qui vont vous présenter le prix et l'édition de cette année, Dominique Bourg, qui est président du jury, et Thierry Van de Velde, qui est délégué général de la Fondation Veolia. Merci. Alors je vais immédiatement, sans doute, vous céder la parole, Thierry, pour que vous nous présentiez un petit peu l'historique de ce prix et les raisons pour lesquelles la Fondation Veolia a souhaité le fonder, le soutenir, le maintenir. Oui, je vais peut-être pas faire tout l'historique, ça prendrait un moment, mais en tout cas, je suis très content de revenir à Nancy, où on est toujours très bien accueillis et où il y a toujours du soleil. Moi, chaque fois que je suis venu à Nancy, en tout cas pour le prix du livre, depuis quelque temps, il y a du soleil, donc ça nous engage à revenir. Et je remercie vraiment les organisateurs du salon du livre sur la place et puis la mairie de nous permettre de délivrer ce prix. C'est le 16e. Du livre sur l'environnement de la Fondation Veolia. Alors effectivement, 16 ans, les choses ont pas mal évolué en 16 ans et c'est tant mieux. Initialement, le prix, on l'avait imaginé pour aider les éditeurs et les auteurs qui publiaient sur le domaine de l'environnement. Et il y a 16 ans, c'était pas très à la mode et on avait plutôt du mal à trouver des candidats. Et on voit que les choses ont beaucoup changé puisque cette année, on a eu presque une centaine de livres. Dominique a peut-être des chiffres plus précis, mais en tout cas, beaucoup de livres. Et ça, c'est très satisfaisant. Ça montre au moins que la thématique de l'environnement est devenue une vraie préoccupation et ça, c'est tant mieux. Et puis, moi, ce que j'ai également noté dans les livres, c'est qu'il y a quelques années, on avait beaucoup de livres qui faisaient un constat, souvent malheureusement dramatique, sur l'état de l'environnement, sur l'état de nos ressources. La situation n'a malheureusement pas changé aussi vite qu'on le voudrait, mais aujourd'hui, on a, et cette année encore, des livres qui dessinent des solutions, et ça, je pense que c'est une nécessité, et puis c'est quand même un côté optimiste. Alors, en 16 ans, moi, je profite, et puis après, je vais laisser la parole à Dominique, mais de cette prise de parole pour remercier les personnalités qui ont accepté depuis 16 ans de présider le prix du livre, avec une pensée particulière pour Denis Tillinac, qui nous a quittés en 2020, qui a été président, Claude Michelet, je le remercie beaucoup, ça a été le premier président, Roselyne Bachelot également, et puis un grand merci aussi à Dominique qui préside avec grand dynamisme ce prix depuis quelques années, et un grand merci Dominique, je te cède la parole. Merci Thierry. Messieurs, dames, bonjour. Alors, juste quelques mots très rapides sur un prix. Un prix, c'est d'abord déjà porté par une structure. Il faut du monde, il faut des fonds. Ensuite, c'est un jury. Et un jury, c'est un collectif. On additionne les voix, les choix, et il en résulte des personnalités qui sont primées. Je voudrais revenir un petit peu sur le sens, si vous voulez, d'un prix du livre de l'environnement. Là, en l'occurrence, le prix Veolia. Effectivement, il y a 20, 15 ans, la question de la sensibilisation au sujet restait une question extrêmement importante. Thierry vient de le dire, il est même un peu optimiste, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement ça ne s'est pas amélioré, mon cher Thierry, mais ça s'est largement aggravé. Tous les grands indicateurs montent toujours carrément maintenant vers le carmin. Donc effectivement, l'idée, c'est plutôt d'attirer, si vous voulez, l'attention sur des livres qui sont des livres de valeur, fondée avec une information solide, si possible une réflexion qui ne l'est pas moins, et on n'est plus sur la sensibilisation au sujet. On espère qu'elle est acquise, mais il faut continuer à réfléchir sur le sujet et effectivement proposer parfois des voies pour essayer de se sortir de l'impasse dans laquelle on s'enfonce. Voilà, juste quelques petits mots sur l'état d'esprit qui préside à ce prix. Vous pouvez, je pense, nous rappeler les candidats, enfin les livres et leurs auteurs qui étaient en lice pour ce prix?
Alors, on commencera les livres en lice parce qu'ils étaient... Alors, attendez voir. Feuilles parce qu'ils étaient très nombreux. Vous savez, alors peut-être, voilà, s'ils étaient trop nombreux, peut-être... Voilà, on appelle ça la nomination, c'est-à-dire on nomme un certain nombre de livres. On vous a rappelé tout à l'heure, il y a au moins une centaine de livres. Il y a une première sélection qui se fait sur une cinquantaine. Et ensuite, on va en retenir entre 20 et 30. Et après, le jury se réunit une première fois pour ces 20 et 30 en retenir une douzaine. Et puis, à l'issue de cette première sélection, il y a une sélection finale. Alors, vous l'avez vu, et il y a une petite spécificité cette année, c'est-à-dire qu'on désigne des livres qui sont, dont on va dire qu'ils font partie de la sélection finale. Alors, il y a un livre lauréat qu'on va vous présenter après pour le livre adulte. Il y a un livre lauréat pour le livre jeunesse. Je commence par le livre adulte. Donc, dans ceux qui étaient retenus et qui sont en quelque sorte honorés aujourd'hui, vous aviez le livre d'Enki Bilal, hein. L'homme est un accident à l'aube de la 6e extinction. Ça, c'était le deuxième livre. Et on a retenu une mention spéciale pour le dernier livre de Vinciane Després, Autobiographie d'un poulpe. Mais l'idée, c'est pas tant de primer ce livre-là que de primer l'œuvre de Vinciane Després, qui est vraiment quelqu'un qui a fait un travail assez extraordinaire pour nous amener à reconcevoir de fond en comble la relation aux animaux. Puis derrière, on honore aussi toujours un éditeur. Et là, c'est les éditions Actes Sud qui, depuis des années, ont conduit vraiment une entreprise de sensibilisation. Et en fait, ils ont surtout mis en évidence la formation depuis quelques années d'une nouvelle sensibilité au vivant, très présente en France, mais évidemment aussi à l'international. Est-ce que maintenant j'indique les primés ? Oui. Alors, pour les primés, je vais commencer par le livre adulte. Donc, c'est le livre de Thierry Libart, qui est vent porteur. Alors, on espère, mon cher Thierry, que tes vents sont extrêmement porteurs, mais ce que tu nous dis à l'intérieur nous fait dire que, quand même, ce sont des alizés parfois un peu faibles. Là, c'est les éditions du Pommier. Et puis pour la sélection jeunesse, c'est Permacité que vous avez là avec deux auteurs, Olivier Dain-Belmont et Machri Malona, qui sont là aussi, qui vont tout à l'heure monter. Alors Permacité, là aussi, c'est vraiment un livre important parce que les villes sont aujourd'hui, vous le savez, l'endroit où vous avez plus de 50% de la population. Ce sont elles qui, en quelque sorte, désertifient, contribuent à la désertion du reste. Et donc, Permacité, en référence à permaculture, c'est un très beau modèle de futur aussi. Je propose aux lauréats de venir nous rejoindre sur scène pour recevoir leur prix. Le lauréat adulte autant que les lauréats jeunesse. Fachrim, alors c'est pas Farid, on prononce. Ok, désolé, alors Farid. Mais là, du coup, si, voilà. C'est celui-là, donc c'est celui-là, et c'est bien celui-là. Oui, est-ce que c'est une simple question et non pas une obligation? Est-ce que vous voulez nous dire, Dominique, en deux mots, ce que représente pour vous, enfin, le fait d'avoir remis ce prix à l'un et à l'autre? Est-ce que, enfin, voilà. Je l'ai un peu indiqué. Alors, le livre de Thierry, je vais commencer par le livre de Thierry. Thierry est un spécialiste au long cours sur les questions de communication. Et là, c'est vraiment une réflexion de fond, un peu une forme d'achèvement par rapport à ce que tu as fait et publié depuis une trentaine d'années. Et simplement un aspect, moi, qui m'a retenu dans ce livre, mais vous savez, on ne cesse de dire que la jeunesse est totalement engagée pour le climat. C'est une ânerie totale. C'est une petite partie d'une classe d'âge. Et en fait, c'est assez curieux, mais on a une espèce de décrescendo des motivations, des mobilisations en fonction de la redescente du niveau de formation. Donc au contraire, avec la jeunesse qui pourtant va être
plus encore que nous, encore que vous avez vu que les problèmes ont largement bien commencé, hein, on l'a vu cet été, va être confrontée, et une jeunesse qui va être confrontée à ça et qui ne se mobilise pas, c'est assez étonnant, et puis ça risque d'être surprenant pour eux. Cela dit, peut-être que dans cette non-mobilisation, il y a une éco-anxiété, il y a une crainte, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut voir. Alors, côté livre jeunesse, je l'ai déjà dit, je pense que vous l'avez tous compris. Alors, on dit que dans quelques décennies, nous serons 80% de la population mondiale à vivre dans les villes. Ça, moi, je n'en crois pas une goutte. Mais en revanche, forcément, il restera une partie importante, très importante de la population dans les villes. Et effectivement, initier les enfants, leur apprendre à voir et à concevoir, et peut-être à construire, à réaménager, d'ailleurs plutôt que construire peut-être la ville autrement, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et là, c'est les éditions Sarbacane. Pareil, hein, ce sont des éditions qui, depuis des années, c'est pas la première fois qu'elles sont primées par ce prix, qui labourent un sillon très profond de, alors là, on peut dire pour les enfants, ça a un sens, de sensibilisation très informée, très juste à ces sujets. On peut aussi, comme les éditions du Pommier, les féliciter avec nos auteurs présents ici autour de moi. Et on peut donc les applaudir encore une fois pendant qu'ils s'installent avec moi pour que nous prolongions la conversation. Thierry Libert, je vous propose de vous mettre ici, Farid et Olivier à côté. Voilà. Ah oui, hop, on se décale d'une... Oui, s'il vous plaît. Voilà, on fait les chaises musicales. Voilà. Pour garder avec nous Dominique Bourg. Alors, je dois dire, je vais faire commencer par une petite parenthèse personnelle, anecdote qui n'était pas très intéressante en soi, mais moi, j'ai envie de vous en faire part. Thierry Libart, je suis très contente de vous rencontrer parce que, en fait, dans mon itinéraire intellectuel, académique, professionnel, vous avez beaucoup compté. J'ai découvert vos travaux sur la communication de crise qui m'ont permis de comprendre ce qu'était la communication en général, je dirais, et d'en avoir une image très différente de ce qu'on entend d'habitude par communication, faire de la com, etc., etc. Et j'ai compris que ça pouvait être une réflexion extrêmement intelligente et tournée vers des effets pratiques qui ne sont pas de la manipulation, mais qui sont une volonté de trouver des solutions quand il y a des problèmes. Donc vous avez beaucoup compté dans mon itinéraire intellectuel, donc je suis contente de vous rencontrer aujourd'hui. Et je connais moins vos activités récentes je connaissais moins jusqu'à présent vos activités récentes de communicant spécialiste des questions d'environnement. Et nous allons profiter de cette occasion pour que j'en sache un petit peu plus, bien que j'ai lu votre livre, et pour que nous partagions cela avec le public. Donc des vents porteurs, avec comme sous-titre « Comment mobiliser enfin pour la planète ». Alors, on voit le bon communicant, c'est déjà un très bon titre, avec un petit jeu sur les parenthèses, qui introduit un peu d'ironie et de second degré. Et la tonalité de votre livre est celle-là, c'est-à-dire que c'est un livre extrêmement sérieux, informé, mais qui n'est pas dupe, qui a la légère distance qu'il faut par rapport au discours dominant, trop optimiste. Vous en citiez un exemple sur la mobilisation de la jeunesse, et qui ne veut pas se contenter de ses bonnes intentions ou de ses discours qui nous rassurent, mais qui va essayer de chercher des solutions. Et alors, les solutions que vous proposez, c'est pas les éco-gestes, vous n'allez pas nous dire concrètement il faut réduire ceci, arrêter de faire cela, etc. Mais vous vous demandez finalement comment communiquer, et c'est logique compte tenu de votre expertise, comment communiquer pour que ces constats sur lesquels nous nous accordons tous, à savoir il y a une urgence écologique, entrent dans le cerveau de tous les citoyens que nous sommes, et que nous soyons amenés à agir. Parce qu'il y a une chose, c'est recevoir un message, mais il y a une seconde, c'est entrer en mouvement suite à la réception de ce message. Et alors, pour prolonger cela, je voulais vous demander comment vous articuliez votre spécialité d'origine, qui est donc l'étude de la communication et de la communication de crise,
relativement nouveau à cette spécialité qu'est la communication au service de l'environnement. Alors, on va vous donner... oui, on va chercher. Juste un mot d'abord avant de répondre, et c'est vraiment pas qu'une formule de politesse, c'est que je voudrais vraiment sincèrement remercier la Fondation Veolia, parce que le fait que les 4 livres finalistes, sur les 4 livres finalistes, il y a un livre de com, le mien, un livre de récits, et puis un livre d'entretien avec un dessinateur de BD, je trouve ça déjà en soi formidable. C'est-à-dire que par rapport à une approche un peu trop strictement environnementale qu'on peut avoir du sujet, le fait de pouvoir décloisonner, de s'ouvrir, c'est déjà un espoir en soi. Donc voilà, déjà chapeau pour ça. Et puis un remerciement à mon éditeur, parce que... Le pommier. On ne dira jamais assez, mais c'est quand même un travail collectif, c'est pas que le travail d'un auteur. Et je me souviens que quand j'ai rencontré Julien Brocard, mon éditeur, je lui ai dit que ce que j'aimais bien chez un éditeur, c'est la capacité de pouvoir challenger. Et il m'a dit quelque chose, alors je cite de mémoire, c'est pas ce qu'il m'a dit, mais si tu veux qu'on t'emmerde, t'en fais pas, tu vas pas être déçu. Et effectivement, en permanence, il y avait toujours des remarques et c'était toujours très constructif. Et au moment où dans beaucoup de maisons d'édition, on se contente, à mon sens, presque de faire de la simple impression, d'envoyer à l'éditeur le manuscrit, d'envoyer à l'imprimeur le manuscrit, etc., des éditeurs capables de faire un vrai travail de construction avec l'auteur, c'est suffisamment rare pour être souligné. Déjà, quand vous parlez de la communication de crise, merci, parce que c'est vrai que le lien, il est, et peut-être de plus en plus, assez évident entre la communication de crise et puis la communication environnementale. Le rôle de la communication, c'est... je me situe à mon niveau de compétence. C'est-à-dire que par rapport à ce problème de dérèglement climatique, de transition écologique, d'extinction de la biodiversité. À mon sens, on a quasiment tout essayé dans tous les domaines. On a essayé par des technologies, on a essayé par la finance durable, on a essayé par de l'économie circulaire versus l'économie linéaire, etc. Moi, je me suis dit, mais quel peut être le rôle de la communication ? Quel peut être le rôle de la communication ? Et comment la communication, elle peut peut-être aider à ce que ça bouge un peu ? J'étais étonné, et pour être très franc, énervé cet été, en voyant les réactions sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui s'est passé, les inondations en Belgique, en Allemagne, par rapport aux incendies, notamment en Grèce, là, avec la tempête Ida aux États-Unis, avec le rapport du GIEC, parce que c'était juste tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. C'était, j'espère que maintenant vous avez compris que la situation est grave, comme si le fait d'informer et le fait de faire peur, c'était en soi un déterminant de l'action. Moi, ce que je sais, en tout cas en sciences de la communication, c'est que ce n'est pas parce que les gens disent qu'ils sont sensibilisés qu'ils le sont réellement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une différence qui peut être très forte entre le déclaratif et puis le comportemental. C'est pas parce qu'on informe que les gens sont sensibilisés, et c'est même pas parce qu'on est sensibilisé qu'on met en œuvre des actions pour l'environnement. Donc c'est essayer de voir en quoi le sujet des sciences de la communication, de l'information, pouvait être un peu central, non seulement dans la prise de conscience, mais aussi dans la transformation en acte derrière. Donc j'ai essayé d'analyser un peu le sujet environnemental sous l'angle de la communication. Ce que vous faites donc effectivement très bien, en énumérant tout d'abord un certain nombre d'idées reçues ou d'idées dans lesquelles on se drape un petit peu pour être optimiste et qui pourtant ne sont visiblement pas suivies d'effets, à savoir notamment la première, c'est que ça fait très longtemps qu'on fait des rapports, que ça fait très longtemps que les scientifiques nous informent, cela fait très longtemps que le GIEC publie des rapports alarmistes, donc on n'a pas de défaut d'information et pourtant on en est toujours au même point. Ouais, quand vous parlez du rapport du GIEC, le premier rapport en 1990, il ne dit rien de nouveau par rapport au tout dernier rapport, le 6e rapport. Simplement, le degré de probabilité, maintenant, on est maintenant dans la certitude absolue, alors qu'on était encore sur des probabilités en 1990, mais l'information, on l'avait. Et le mécanisme même du dérèglement climatique, c'est-à-dire l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère qui peut accroître la température, ça, on le sait depuis plus d'une centaine d'années. J'ai lu récemment un ouvrage remarquable de Roger Haim qui s'appelle « Protection et destruction de la nature ».
C'est un livre qui date de 1952. Si vous le relisez, vous avez tout ce qui est en train de se passer à Marseille avec le congrès mondial de l'UICN sur la perte de la biodiversité. Ça date de 1952. Donc waouh, c'est quoi le problème en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'information et on n'arrive pas à mettre en œuvre les comportements qui vont derrière? Donc voilà, j'ai essayé tout à la fois d'essayer de mieux comprendre le sujet pour essayer de proposer quelques pistes d'action. Et effectivement, heureusement que vous les proposez, et nous allons en voir quelques-unes, parce que malgré tout, c'est vrai qu'on pourrait être assez désespéré à la lecture des premiers chapitres qui nous mettent vraiment face à l'idée selon laquelle, bon, bah, on est au courant, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, on a été alerté, on est aujourd'hui sensibilisé, la jeunesse se mobilise et manifeste dans la rue. And so what? Et pourtant, on va bien l'avoir, ce changement climatique. Ouais, et puis il y a aussi deux faits qui sont absolument étonnants. Le premier, vous avez parlé tout à l'heure des éco-gestes. Moi, dans mon premier livre, qui date de 1992, qui s'appelle La communication verte, qui travaillait déjà donc, il y a 30 ans sur le sujet de la communication environnementale, j'étais un chaud partisan des éco-gestes et je disais, voilà, il faut faire des éco-gestes, donc vous savez, éteindre la lumière en partant, bien fermer l'eau, etc. En disant, ça c'est un peu l'idée des théories de l'escalier, c'est-à-dire on met les gens sur une trajectoire positive, en pensant qu'à partir du moment où ils ont commencé à faire des gestes un peu faciles, ce sera plus évident de faire des choses un peu plus importantes. Et puis l'idée qu'on est tous impliqués et que, voilà. à notre échelle, on peut agir. Voilà, et que c'est pas compliqué, que c'est pas contraignant, etc. Le problème, c'est que ça marche pas. Le problème, c'est que ça marche pas. Du moins, ça marche pas par rapport à la grandeur des enjeux qui sont actuels. Et que depuis 3-4 ans, non seulement ça ne progresse plus dans les éco-gestes, mais sur certains types de sujets, trier les emballages, acheter des produits locaux, etc., ça baisse. Donc c'est-à-dire que toute l'idée de chacun doit se mobiliser à notre niveau, etc., par des éco-gestes, il faut être un peu prudent parce que la belle idée qu'on pouvait avoir, elle fonctionne en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on imaginait. Et puis il y a un deuxième point qui est peut-être tout aussi intéressant et assez surprenant quand on y pense, c'est que les personnes les plus sensibilisées à la cause environnementale, ceux qui disent vraiment il faut se bouger, vraiment vous devez agir, l'environnement c'est vraiment très important, ben en fait, ces personnes-là, quand on analyse d'un point de vue sociologique qui elles sont, etc., ben ce sont les personnes qui polluent le plus. C'est-à-dire les personnes qui ont le plus d'impact négatif sur l'environnement sont les personnes les plus sensibilisées à la cause environnementale. Parce que leur mode de vie... D'abord parce que le capital culturel est assez corrélé au capital social, social et économique. Et puis aussi parce que ces personnes-là vont être peut-être les premières à faire des éco-gestes, c'est-à-dire acheter des produits locaux, à faire attention aux emballages, plutôt si on peut prendre le vélo, etc. Mais ça ne va pas empêcher d'avoir le dernier iMac, smartphone à la mode, et puis chaque année, même si là c'était un peu plus compliqué, de faire quand même le voyage pour voir le Machu Picchu, le temple d'Angkor, c'est tellement fantastique, quoi. Et ce qui fait qu'en une semaine, vous allez tuer tous les efforts que vous avez fait tout le long de l'année. Simplement parce que l'impact d'un Paris Angkor est 100 fois supérieur à tous les petits gestes que vous avez pu faire. Donc ça veut dire que ça remet en cause aussi la cohérence de notre comportement et la cohérence entre, moi ce que je te dis toujours, c'est la schizophrénie entre le citoyen et le consommateur. Parce qu'on peut être un citoyen assez noble pour l'environnement, les causes des générations futures, et puis dans notre comportement de tous les jours, ce produit il est plutôt pas mal, et puis ce voyage il est quand même super intéressant, j'en ai toujours rêvé, etc. Donc c'est un peu compliqué parce que ça nous renvoie aussi à notre mode de vie, à nos conceptions, à la cohérence entre nos actes et puis nos idées. Donc voilà, c'est l'idée d'analyser sous l'angle de la communication et des messages qui peuvent être peut-être les plus efficaces pour accroître pour faire que les comportements deviennent un peu plus vertueux. Oui. Est-ce que, ce n'est peut-être pas le cas, mais c'est une hypothèse que je fais, est-ce que vous avez dû vous forcer, vous contraindre pour trouver quand même des choses à faire et ne pas rester abattu par ces constats? Alors, en dehors de mon cas particulier, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de me dire, voilà, quand on regarde tous les messages qu'on reçoit, alors déjà, je me suis attaqué à un sujet, c'est ce que j'appelle les trous noirs des obstacles à la transition écologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans notre imaginaire, fait que ça bloque ?
Alors par exemple, il y en a un qui commence à avancer là, depuis 1 an, qui est celui de la publicité. Parce que des messages de sensibilisation pour des gestes, des comportements qui soient vraiment conformes aux idées de lutte contre le dérèglement climatique, donc ces messages de sensibilisation, je sais pas vous en recevez combien par jour? 2, 3, des messages qui vous disent faites attention à votre comportement, attention n'imprimez pas cet email. Ouais, voilà, allez, on va être optimiste, on va dire 3, 4. Des messages de pub qui vous incitent à consommer, vous en recevez selon les études entre 400 et 3000. Donc, et on a même des études qui vont jusqu'à 15 000, c'est-à-dire simplement par la visualisation des logos que vous voyez quand vous baladez. Et des messages de pub en soi, c'est entre 400 et 3000, et ça augmente même avec la sphère numérique. Donc on se dit, c'est vrai que la publicité, non seulement parce qu'elle nous incite à consommer, mais aussi parce qu'elle peut ruiner les messages de sensibilisation, parce qu'elle entre en conflit direct, et aussi parce qu'elle nous met dans un imaginaire du bonheur par la consommation. Les deux mots qui reviennent le plus dans les messages de publicité, les deux mots qui reviennent le plus, c'est le mot bonheur et le mot plaisir. Donc si vous voulez être heureux, si vous voulez prendre du plaisir, consommez, consommez, consommez. C'est ce que vous dit la pub. Donc là aussi, simplement, je ne mets pas de jugement de valeur, mais je dis attention aussi, il y a peut-être aussi des choses qui rentrent dans notre imaginaire et qui fait que lorsque simplement on informe les gens sur un certain nombre de choses, ok, les gens, on leur donne 3-4 messages, mais par ailleurs, il y en a 1000, 2000, 3000 qui disent exactement l'inverse, et les gens, ils les reçoivent tous les jours. Donc déjà, travailler sur des idées comme celle-là, comme le rôle de la publicité dans nos imaginaires, penser aussi, être capable de se remettre en question par rapport à la société dans laquelle on vit, aux messages de pub, moi, ça m'a intéressé. Mais vous voulez dire que vous souhaiteriez qu'on diminue le nombre de publicités ou que la publicité se réforme? Alors, moi, je suis pas. Là, il y a un débat. Moi, je suis pas pour l'interdiction de la publicité, parce que si on tue la publicité, déjà, il faut savoir que c'est la publicité de 2021 par rapport à 2020, c'est moins 25% de recettes publicitaires à cause de la crise Covid. Et que la publicité, c'est quand même une aide à la croissance, à l'emploi, etc. Ce que je dis, c'est que je suis pas un partisan des interdictions, mais je dis la publicité, elle peut être capable de véhiculer autre chose. Pour prendre un exemple, pourquoi quand on vend une bagnole, regardez toutes les publicités pour les voitures, c'est toujours un homme, la quarantaine, mâle, dominant, au volant, seul, de sa voiture, et quand il la gare, en général, il fait la jalousie des enfants de son voisin. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas montrer de l'autopartage, des voitures un peu remplies, un truc un peu plus familial, convivial? Pourquoi est-ce que quand on représente dans la publicité un expert, à 85%, chiffre du CSA 2019, à 85%, c'est un homme. C'est comme si une femme ne peut pas être un expert dans la pub. Donc peut-être que les publicitaires peuvent aussi s'interroger sur ce qu'ils donnent à voir, sur l'imaginaire véhiculé par la publicité. Vous souhaiteriez que la publicité ou les publicitaires se réforment intellectuellement, voilà. Entre autres, oui. Entre autres. Olivier Daimbelmont, est-ce que je vais vous demander... Comment réagissez-vous aux propos que vient de tenir Thierry Libart? Qu'est-ce que ça évoque ou éveille chez vous comme réflexion? Bonjour. Déjà, je voulais remercier quand même pour le prix. Et pour répondre à la question, j'ai relevé plusieurs choses. Sur la question de pourquoi les gens sont sensibilisés et pourquoi ça ne bouge pas. Pourquoi on est encore à la politique des petits pas qui ne fonctionne pas. Les éco-gestes, les petits pas, etc. Peut-être parce qu'il manque un imaginaire global de à quoi ressemblerait une vie qui soit totalement éco-responsable, je n'aime pas trop le mot, plutôt en accord avec la nature, sobre, frugale, etc. Il y a une multitude d'expériences, une multitude de personnes qui en parlent, il y a une multitude d'expériences réussies, mais ce sont des expériences isolées. Ce qu'on a essayé de faire avec Fari, c'est de lier, de faire une sorte de synthèse, de multiplier ces expériences dans un seul objet,
qui est la permacité, et l'objectif c'est de créer un imaginaire en fait. En fait c'est ça qui nous manque. Il faut qu'on crée un imaginaire positif et aussi pragmatique, qui ne s'applique pas sur un miracle technologique. Il n'y aura pas de miracle technologique. Et un miracle technologique, ça coûte beaucoup d'énergie, d'argent, de ressources, de tout ce qu'on veut. Il faut s'appuyer sur ce qui fonctionne, ce qui est sobre, ce qui est frugal, identifier les besoins, vérifier si ces besoins sont justifiés ou pas, et y répondre en dépensant le moins d'énergie et le moins de ressources. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec cette proposition de la permacité. L'idée, c'est d'utiliser des basses technologies, c'est de créer de la densité, ça veut dire ne pas utiliser des terres, ne pas artificialiser. C'est utiliser la ville telle qu'elle existe, la reconstruire par-dessus, ne pas s'étaler, ne pas proposer une utopie hors sol. C'est prendre l'énergie où elle est, l'énergie solaire pour se chauffer, ça s'appelle les techniques bioclimatiques, le vent. Voilà, ça c'était déjà une idée. Et l'autre chose sur laquelle je tenais à réagir, c'est que vous disiez que vous avez juste appliqué votre expertise de communicant sur ce sujet-là. Ben, on a un petit peu l'impression d'avoir fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a tous les deux une formation d'architecte, et moi j'ai une pratique d'architecte, et on a fait un petit peu ce travail. Un architecte, c'est quelqu'un qui c'est le chef d'orchestre d'un chantier ou d'un projet. Il va faire travailler des gens ensemble qui n'ont pas forcément envie de travailler ensemble, souvent, qui ont chacun leur ego, leur volonté de rien foutre aussi, parfois. Et on a essayé de faire jouer ensemble plein de références, plein d'expériences et de les lier ensemble pour faire quelque chose d'à peu près cohérent. Ou du moins, c'est ce qu'on espère. Voilà. Thierry Libart, quand Olivier Dain-Belmont disait qu'il avait voulu, avec Fary, proposer un imaginaire, donc travailler sur les imaginaires pour que finalement, on retrouve exactement votre démarche. C'est que faire pour que les blocages soient surmontés. L'une des choses à faire, c'est peut-être de proposer un imaginaire nouveau pour que le cerveau passe à l'acte et que les représentations qu'on lui donne deviennent vraiment désirables. Oui, alors il y a... Ce qu'on est sûr, c'est que sur un sujet comme celui-là, il n'y a pas une recette, quoi. Il n'y a pas juste un point sur lequel il faudrait avancer, c'est vraiment un faisceau d'actions. Dans les points, il y a déjà arrêter avec la peur, parce que tout le discours environnemental, il fait peur, quoi. Il est alarmiste, et depuis assez longtemps, et ça on sait assez bien que le discours de peur, il renforce l'inertie, la paralysie, et qu'à partir d'un certain niveau, c'est si la situation est assez grave, il y a une chose qu'il faut quand même dire, c'est que quand on fait des entretiens de groupe, c'est-à-dire les gens parlent en profondeur, ça dure plusieurs heures, et à la fin ils sont fatigués, ils disent vraiment ce qu'ils pensent et pas l'image qu'ils veulent donner. Et en fait, les gens ils disent, moi je suis prêt à agir, mais ça ne servira à rien parce que mes voisins et mon entourage, ils ne feront pas. Donc si on leur dit la situation elle est très grave, ils se disent, si c'est très grave, à partir du moment où les autres ne vont pas bouger, je ne vois pas pourquoi, moi je me sacrifierai. Donc déjà, il y a ce point-là, il y a le sujet de la peur, le sujet de l'individualisation dans les messages. Il y a un point qui est super important aussi, c'est celui d'arrêter avec le discours un peu incantatoire, moralisateur sur le sujet, parce qu'il y a un point qui est aussi important, c'est dans les enquêtes, 95% des Français, les Européens pareil, se définissent comme de bons éco-citoyens. On retrouve la même chose avec la sécurité routière. Pourquoi les messages de sécurité routière marchaient assez peu, et heureusement que le radar est arrivé? Parce que 95% des Français se définissent comme de bons conducteurs. Donc on leur met des messages pour dire de faire attention, mais les messages ne percutent pas parce que les gens se disent ça ne s'adresse pas à moi, moi je ne suis pas concerné. C'est la même chose au niveau environnemental. Le point qui est super important, c'est ce qui vient d'être dit. C'est en fait c'est quoi notre discours et s'intéresser justement sur le récit.
Moi, je travaille beaucoup au comité européen, auprès des institutions européennes. Si on a fait l'Europe, c'est pas sur des calculs économiques, même si c'était derrière. C'est parce que les pères fondateurs de l'Europe, Jean Monnet, Robert Schuman, nous ont fait croire, et ils ont réussi, et ça marchait, que l'Europe, c'était la paix, quoi. C'est un discours qui est assez simple et qui donne envie. Aux États-Unis, je pense le grand discours de Martin Luther King, il n'a pas énuméré tous les problématiques de ségrégation raciale. Il a dit « I have a dream », je fais un rêve. Le discours écologique, c'est quoi quand on regarde? C'est il faut réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre, il faut combattre le CO2, il faut atteindre la neutralité carbone. Ça vous fait envie, ça? C'est pas évident, hein. Donc c'est peut-être se dire, mais en fait, qu'est-ce qui peut nous faire bouger? C'est peut-être que là, je crois qu'on peut se rejoindre. Qu'est-ce qui peut nous faire bouger? C'est justement la vision d'un avenir qui serait peut-être meilleur. C'est le fait d'avoir un air plus pur, une alimentation plus saine, un mode de vie moins stressant. C'est-à-dire, arrêtons de confondre les objectifs par rapport aux moyens. C'est-à-dire que si on se met d'accord de dire ce qu'on veut, c'est quand même un monde dans lequel il ferait mieux vivre, la lutte contre le dérèglement climatique, elle apparaîtra peut-être plus facilement comme un moyen au service d'un idéal qui nous donne vraiment envie de nous bouger. Mais le fait de répéter en permanence qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, combattre le CO2, je ne suis pas sûr que ça donne vraiment envie aux gens de se mobiliser, quoi. Donc voilà, c'est un travail sur les messages qui me semblait important de faire. Olivier Daimbelmont et Fahri Maulana, est-ce que vous voulez bien nous dire, on le sait, mais il faut le reposer, exactement ce qu'est une permacité? Une permacité, c'est dans le titre, c'est appliquer les principes de la permaculture dans la ville. C'est considérer que l'écosystème humain, c'est un écosystème comme un autre, qui doit et qui peut collaborer avec les autres écosystèmes à leur profit mutuel. Voilà. Et c'est aussi, dans permaculture, il y a le terme de permanent. Donc voilà, c'est une autre façon de dire durable. Durable, c'est très très à la mode. C'est créer un système qui est stable, permanent, qui ne va pas vers l'épuisement, qui ne va pas vers la destruction. Si je me trompe peut-être, mais il me semble que Olivier, vous êtes l'auteur et Fahri l'illustrateur. Oui. Fahri, dans quelle direction vous avez travaillé pour trouver l'illustration, le type d'illustration qui justement nous propose un imaginaire désirable, tout en restant pragmatique, efficace et qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et que c'est pas un rêve, on n'est pas dans un rêve inaccessible. D'abord, vu que j'ai suivi une formation d'architecte, donc forcément dans la réalisation d'images, comment on dit ça, il faut que... j'ai parlé beaucoup d'abord avec Olivier des principes qu'il voulait aborder dans le livre et comment ça va se construire et tout ça. Et ensuite, en gros, ça c'est parti plutôt, comment on dit ça, construction peut-être, ou pragmatique, je sais pas. Et après, on va aussi avoir une côté plutôt imaginaire qui fait rêver des enfants et des familles aussi, parce que surtout c'est pour les enfants et on peut avoir quelque chose qui inspire les enfants et non quelque chose qui est trop froid ou qui est trop technique. Forcément, c'est peut-être pas trop intéressant. Oui, parce qu'on le devine à partir de la couverture, mais je ne l'ai pas encore dit ou assez redit, c'est un très beau livre. Merci beaucoup. Si il sert à quelque chose, que c'est la question d'aujourd'hui, je pense que ça sera en très très grande partie parce que déjà il est très beau. Il ne se contente pas de transmettre aux enfants un message culpabilisateur ou sinistre. Voilà, encore une fois, vous nous proposez une version désirable de l'avenir et de ces solutions écologiques parce que vous introduisez de la beauté dans ce que vous transmettez. Dans vos pratiques d'architecte, Olivier Daimbelmont, vous avez souvent, un peu ou rarement l'occasion d'appliquer les principes de la permacité? Rarement. Très rarement.
Je suis peut-être pas non plus dans... Je suis que salarié d'une grosse agence d'architectes. Donc je choisis pas forcément mes projets. Et bon, ben, c'est assez intéressant de voir, d'être confronté à la fois à la dure réalité et à ce qu'on aimerait bien, ce qu'elles deviennent, à imaginer. Voilà. Je sais que je pourrais peut-être essayer d'appliquer davantage ces idées de permacité dans ma pratique architecturale, mais j'aurais plus le temps d'écrire un livre. Et comme nous nous sommes déjà rencontrés, enfin brièvement, mais quand même, voilà, nous sommes déjà rencontrés, Olivier Dimbelmont, je sais que vous avez l'occasion, ou que vous avez eu l'occasion, d'aller dans les écoles pour parler de votre livre et proposer des ateliers aux enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous leur proposez et surtout comment ils réagissent? Alors, je leur propose de construire la permacité, de faire un petit peu comme mon petit personnage qui s'appelle Camille, qui découvre cette nouvelle ville. Et ben, je monte cette nouvelle ville, c'est une maquette, une grosse maquette de 1 mètre par 1 mètre par ça d'eau, qui représente un peu les plateaux, le décor. Je parle de mégastructure, c'est-à-dire un bâtiment à l'échelle de ville pour mettre la densité. Bon, là c'est un peu technique, mais l'idée c'est vraiment de les mettre à l'intérieur de ce décor et de les faire, leur demander ce qui manque, ce qu'ils aimeraient, comment ils se projettent là-dedans. Et ensuite, je leur propose de construire tout ça avec des Legos. Voilà, et tout comment simplement. Ils réagissent? Des Legos et d'autres éléments. Alors, des Legos de récupération, je précise, de seconde main. La végétation cueillie dans la cour de l'école ou des morceaux de la récup pour faire des verrières avec des bouteilles. Et comment ils réagissent? De façon très variable, suivant les écoles, suivant le public, mais toujours avec une grande spontanéité. Bon, c'est un peu bateau ce que je dis là. Et non, ça les intéresse vraiment. Oui, voilà. Ils ont envie, et puis ils connaissent plein de choses. Ils connaissent plein de choses et ils ont envie de vivre là-dedans, ou du moins de prendre. On voit qu'ils ont envie de prendre en main leur environnement. Alors, c'est une boutade pour conclure à destination de Thierry Libart. Même si on a vu que la jeunesse était très sensibilisée et qu'ensuite il ne se passait pas grand-chose, ça vaut le coup quand même de continuer à les sensibiliser, les jeunes. Bien sûr, mais le sujet, c'était de dire, sur des sujets aussi importants que cela, il ne faut juste pas se bercer d'illusions et pas prendre au pied de la lettre le discours médiatique que la jeunesse va sauver le monde. Parce qu'il y a une partie de la jeunesse qui est extrêmement motivée, chapeau, etc., avec l'image de Greta Thunberg. Mais derrière ça, quand on regarde les sondages, c'est quand même une petite partie de la jeunesse, plutôt celle qui est en université, grandes écoles, etc. Et que quand on regarde les baromètres d'opinion, il n'y a pas de surreprésentation de la jeunesse dans la sensibilisation, et que même sur certains sujets comme la biodiversité, la jeunesse est en général 7-8 points en retard par rapport aux 55 ans et plus. Peut-être parce que les seniors ont vu une partie des paysages se détruire, mais sur un certain nombre de sujets, la jeunesse n'est pas en avance. Et même le mode de vie jeune, avec tous les guillemets qui s'imposent, et pour caricaturer, peut-être même faire un peu de provocation, le mode de vie jeune n'est pas plus écolo. Quand on regarde les pratiques de streaming, le streaming, c'est-à-dire le visionnage de vidéos en ligne, c'est 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est-à-dire c'est l'équivalent d'un pays comme l'Espagne. La fast fashion, le textile, c'est 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et la fast fashion en est un des principaux responsables. Donc voilà, tout ça pour dire, il ne s'agit pas d'accuser ou de mettre sur un piédestal certains types de populations. Il faut juste un peu décrypter et puis essayer de rapprocher, moi c'est vraiment mon combat, le message de dérèglement climatique et de protection de la biodiversité par rapport à notre vécu et à notre rôle, remettre de la proximité. Pour moi, ça fait partie des choses qui sont importantes. Le lauréat de l'an dernier, Jean Hutchins, c'était aussi son discours, quand il disait le rôle des collectivités locales, etc., la relation de proximité avec son territoire, c'est important. C'est la même chose au niveau de la communication. Là aussi, faites le test, vous pourrez voir. Tapez réchauffement climatique sur Google. Vous allez sur Google Images, je vous prends tous les paris, 90% de ce que vous allez voir, c'est des ours polaires. Des ours polaires sur un morceau de banquise. C'est évidemment dramatique pour l'ours et personne n'en disconviendra. Mais ça donne aussi cette idée que c'est lointain.
Ça ne nous concerne pas, c'est au pôle Nord. De même, une grande partie du discours, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre à 2050 pour rester sous les 2 degrés à horizon 2100. 2100, ça va, quoi. Donc, c'est simplement s'interroger aussi sur les messages qu'on emploie, sur la communication, le type d'information. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et je pense que la communication, elle est juste complètement incontournable, quoi. Tout ce qu'on peut faire, c'est avec de la communication. Donc, simplement avoir un regard communication sur comment est-ce qu'on peut progresser sur un sujet comme celui-là. Je voulais juste ajouter un tout petit point de plus, c'est si la jeunesse se motive pas tant qu'elle le devrait, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas le temps et pas le moyen de le faire. On est dans un tel système qui nous pressurise à ce point en permanence, qui stresse les personnes. On est tellement précaire que déjà penser à se nourrir, c'est déjà... voilà. Et aussi peut-être les personnes âgées, retraitées, elles du temps, et il y en a des très dynamiques justement sur ces sujets-là. Merci beaucoup et bravo au lauréat Thierry Libart des Vents Porteurs, comment mobiliser enfin pour la planète aux éditions Le Pommier, et Olivier Dimbelmont Fari Molana pour Permacité, la ville de mes rêves aux éditions Sarbacane, et merci à la Fondation Veolia. On va prendre le temps de prendre une question, effectivement. Une ou deux questions. Il faudrait peut-être vous passer le micro, à moins que on vous entende bien. Ouais, moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de la vapeur d'eau, qui, il me semble, est un gaz à effet de serre. Et on en parle assez peu. Alors, il y a la vapeur d'eau qui se dégage des centrales nucléaires. Bon, c'est peut-être infinitésimal, mais plus ça va chauffer, plus il y aura de vapeur d'eau. Donc, ça va participer à l'affolement, à l'aggravation du problème avec le méthane et compagnie. Et voilà. Est-ce qu'on en tient suffisamment compte? Oui. Voilà, je ne sais pas trop à qui s'adresse la question. Oui. La vapeur d'eau, c'est effectivement le premier des gaz à effet de serre. Mais on ne le prend pas en compte parce qu'on a vu indirectement, et si vous prenez la vapeur d'eau suscitée par les centrales nucléaires à l'échelle de l'atmosphère, c'est peanuts. En revanche, le CO2 réchauffe. En réchauffant, il augmente la présence de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. La vapeur d'eau elle-même réchauffe, puisque c'est un gaz à effet de serre, et vous avez une espèce de spirale qui pourrait donner lieu à l'environnement. Quant au méthane, si vous voulez, les degrés de concentration du méthane, on les trouve par milliard, c'est dans un volume d'un milliard de molécules d'air, il y a quelques molécules de CH4, de méthane. Dans un volume d'un million de molécules d'air, il y a 420 molécules d'oxyde de carbone. Et donc, ce savoir-là, si vous voulez, c'est un savoir qu'on commence à construire. Question. Ouais, c'est ça. Parce que non, il faut. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas l'atmosphère, il y a moins 18 sur Terre, Ça n'a aucun intérêt. Il y a des questions sur l'événement? Merci Dominique Bourg de nous avoir apporté cette réponse. Malheureusement, je pense qu'il faudra continuer cette conversation sous le chapiteau en dédicace avec Thierry Libart. Vous irez sous le chapiteau à un moment ou un autre, je pense.
Oui, je pense que c'est dans votre programme. Donc on vous y retrouvera, ainsi que Olivier Dimbelmont et Farid Molana, pour continuer cette conversation et faire dédicacer les livres, parce que vous avez maintenant une émission sur France 2 qui vous attend et qui ne peut pas avoir lieu en retard. Voilà pourquoi j'ai clos un peu rapidement le débat. Merci à vous.